Le bourdonnement régulier des moteurs d'un sous-marin remplissait l'air tandis que l'adjudant Nobuo Fujita se tenait sur le pont, les yeux fixés sur l'horizon. Nous étions le 17 septembre 1942 et le jeune pilote s'apprêtait à embarquer pour une mission qui allait graver son nom dans les annales de l'histoire. La brise salée du Pacifique lui fouettait le visage alors qu'il contemplait la gravité de la tâche qui l'attendait. En quelques heures, il deviendrait le seul pilote de l'Axe à bombarder la zone continentale des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que le sous-marin faisait surface à 20 000 au large des côtes de l'Oregon, le cœur de Fujita battait à tout rompre avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La mer tourbillonnait autour d'eux et le ciel au-dessus était une palette de gris et de bleu. Il a regardé attentivement son petit hydravion E-14Y, affectueusement surnommé Glenn par les forces alliées, être soigneusement extrait de son hangar étanche et assemblé sur le pont. Cet avion, d'une envergure de seulement 36 pieds, était sur le point de l'emporter en territoire ennemi dans une mission qui semblait presque impossible. L'esprit de Fujita errait vers les semaines de préparation intense qui avaient conduit à ce moment. Il se souvient des longues heures passées à étudier des cartes, à mémoriser les caractéristiques côtières et à étudier les conditions météorologiques. Le poids de la responsabilité pesait sur lui comme une force physique. Il n'était pas seulement pilote ce jour-là. Il incarnait la détermination du Japon à semer la peur au cœur de l'Amérique. Alors qu'il montait dans le cockpit, Fujita effectuait ses vérifications avant vol avec un soin méticuleux. Ses mains, stables malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines, se déplaçaient sur les commandes avec une aisance pratique. À côté de lui était assis le maître Shoji Okuda, son fidèle observateur et bombardier. Leurs regards se croisèrent brièvement. Une compréhension silencieuse passant entre eux. Ils étaient sur le point d'entrer dans l'histoire, pour le meilleur ou pour le pire. Le lancement depuis le sous-marin a été un moment à couper le souffle. Alors que la catapulte les propulsait vers l'avant, Fujita sentit la montée de puissance familière alors que le moteur rugissait. Le petit hydravion a rebondi deux fois sur les vagues avant de décoller. Ils étaient dans les airs, seuls dans la vaste étendue du Pacifique, avec rien d'autre que leur esprit et leur mission pour les guider. Alors qu'il approchait de la côte de l'Oregon, Fujita s'émerveillait devant les forêts verdoyantes qui semblaient s'étendre à l'infini en dessous d'eux. Cela contrastait fortement avec les paysages urbains et les rizières de son pays natal. La beauté du paysage ne lui a pas échappé, même s'il se préparait à la tâche à accomplir. Ces forêts si verdoyantes et vivantes étaient sa cible. Les bombes incendiaires nichées dans le ventre de l'avion étaient conçues pour enflammer ces bois, pour amener la terreur de la guerre sur le sol américain. Le vol était semé d'embûches. Naviguant à l'estime, Fujita a dû faire face à un ciel nuageux et au risque toujours présent d'être détecté. Chaque instant apportait avec lui la possibilité de voir des avions américains apparaître à l'horizon ou des tirs antiaériens jaillir d'en bas. La tension dans le cockpit était palpable, brisée seulement par les communications laconiques occasionnelles entre Fujita et Okuda. Alors qu'il approchait de leur objectif, le mont Emily dans la forêt nationale de Siskiyou, en Oregon, l'entraînement de Fujita a pris le relais. Il s'est concentré sur le maintien d'un cap stable alors qu'Okuda se préparait à libérer sa charge utile. Le moment de vérité est arrivé avec une rapidité surprenante. Au signal d'Okuda, Fujita ouvrit les portes de la soute à bombes. 268 livres de bombes incendiaires se sont abattus sur la forêt en contrebas. Les explosions, lorsqu'elles se sont produites, semblaient presque décevantes vu leur altitude. De petites bouffées de fumée s'élevaient de la canopée de la forêt, se dissipant rapidement dans le vent. Fujita inclina brusquement l'avion, son cœur battant à tout rompre alors qu'il s'attendait à moitié à voir des chasseurs américains se lever pour les rencontrer. Mais le ciel restait dégagé. Leur mission, contre toute attente, avait été accomplie. Le vol de retour vers le sous-marin a été tendu, chaque minute s'étalant sur ce qui semblait être des heures. L'esprit de Fujita était rempli de questions. Avait-il réussi à déclencher les incendies de forêt massifs envisagés par leurs supérieurs? Cette attaque susciterait-elle la peur parmi le peuple américain comme prévu? Lorsque le sous-marin apparut, un mélange de soulagement et d'incertitude l'envahit. Ils étaient rentrés sains et saufs, mais le véritable impact de leur mission restait à voir. Dans les jours qui suivirent, alors que leur sous-marin patrouillait sur la côte pacifique, Fujita et son équipage attendaient avec impatience des nouvelles des conséquences de leur attaque. Ils ont parcouru les émissions de radio américaines à la recherche de toute mention d'incendie faisant rage dans les forêts de l'Oregon. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, il devint évident que leur mission n'avait pas atteint l'effet escompté. Les bombes,
bien qu'elle ait explosé, n'ont pas réussi à déclencher les incendies de forêt dévastateurs espérés par le haut commandement japonais. Cette prise de conscience pesa lourdement sur Fujita. Il avait tout risqué, s'était envolé au cœur du territoire ennemi, pour ensuite voir sa mission n'être qu'une note de bas de page dans le vaste récit de la guerre. Pourtant, même si la déception s'installait, une petite partie de lui éprouvait un sentiment de soulagement. Les forêts qu'il avait admirées d'en haut sont restées en grande partie indemnes, leur beauté préservée. L'expérience de Fujita dans l'Oregon ne sera pas sa dernière mission de la guerre, mais elle s'avérera être celle qui définira sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors que le conflit faisait rage, il a continué à servir son pays avec dévouement, effectuant des missions de reconnaissance et participant à certaines des batailles navales les plus éprouvantes de la guerre. Tout au long de ces années, le souvenir de ce vol au-dessus de l'Oregon lui est resté. C'était un rappel constant des étranges rebondissements du destin que la guerre pouvait apporter et de l'humanité partagée qui existait même entre ennemis. Fujita ne savait pas que cette mission, qui semblait avoir échoué dans ses objectifs immédiats, ouvrirait un jour la voie à un extraordinaire voyage de réconciliation et de paix. Si vous êtes captivé par la mission audacieuse de Fujita et par la tournure inattendue que prendrait sa vie, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Nous approfondirons les histoires personnelles qui ont façonné la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. Alors que le cours de la guerre se retournait contre le Japon, Fujita fut témoin de l'effondrement progressif de tout ce pour quoi il s'était battu. La machine de guerre japonaise, autrefois imparable, a commencé à faiblir sous la pression incessante de la puissance industrielle et de la stratégie militaire américaine. De son point d'observation d'aviateur naval, Fujita a pu constater par lui-même les conséquences de la guerre sur ses camarades et sur son pays. Les derniers mois du conflit furent une période de désespoir croissant pour le Japon. Fujita, comme beaucoup de ses camarades militaires, était prêt à se battre jusqu'au bout. Le concept de reddition était un anathème pour leur philosophie guerrière. Pourtant, alors que la nouvelle circulait des bombardements américains dévastateurs sur les villes japonaises, culminant avec la destruction atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, la réalité de la défaite est devenue impossible à ignorer. Le 15 août 1945 est un jour qui restera gravé à jamais dans la mémoire de Fujita. Alors que la voix de l'empereur Hirohito crépitait à la radio, annonçant la capitulation du Japon, Fujita eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Les paroles de l'empereur, prononcées dans un japonais formel que de nombreux citoyens avaient du mal à comprendre, brisèrent les illusions de victoire qui les avaient soutenues pendant des années d'épreuves. Pour Fujita, comme pour des millions de ses compatriotes, les jours qui ont suivi la capitulation ont été une période de profond choc et de désorientation. Les valeurs et les croyances qui l'avaient guidé tout au long de la guerre lui semblaient soudain vides de sens. Alors que les forces d'occupation américaines arrivaient sur le sol japonais, Fujita était aux prises avec un tourbillon d'émotions, honte de leur défaite, soulagement que le massacre ait pris fin et incertitude quant à ce que l'avenir lui réservait, à lui et à sa nation. La transition vers la paix n'a pas été facile. Fujita, ainsi que d'autres militaires, ont dû remettre ses armes et son uniforme. Les rituels et les routines qui structuraient sa vie depuis des années furent brusquement balayés. Il s'est retrouvé à la dérive dans un monde en mutation, luttant pour trouver sa place dans un Japon en pleine transformation sous l'influence américaine. Au lendemain de la guerre, la survie est devenue la principale préoccupation de Fujita. Comme beaucoup d'anciens combattants, il a dû relever le défi de trouver du travail dans une économie en ruine. Les compétences qui avaient fait de lui un pilote d'élite étaient de peu d'utilité dans un pays axé sur la reconstruction. Il a accepté des petits boulots, du travail manuel au travail de bureau, tout pour mettre de la nourriture sur la table et contribuer à la survie de sa famille. Alors que le Japon commençait lentement à se relever sous l'occupation américaine, Fujita a vu son pays se transformer. L'idéologie militariste qui avait dominé sa jeunesse a été remplacée par une nouvelle orientation vers la démocratie et le pacifisme. Les influences occidentales ont commencé à imprégner la société japonaise, de la musique à la mode en passant par les institutions politiques. Pour Fujita, cette période a été une période d'introspection intense. Il a commencé à remettre en question les croyances qui l'avaient conduit, lui et sa nation, à la guerre, aux prises avec des sentiments de culpabilité et de responsabilité pour ses actes. C'est au cours de ces années d'introspection que les pensées de Fujita revenaient souvent à cette mission au-dessus de l'Oregon. La forêt qu'il avait tenté d'incendier est devenue dans son esprit un symbole de l'absurdité de la guerre et de la beauté du monde naturel qui transcendait les frontières nationales.
Il a commencé à considérer sa survie non seulement comme une chance, mais comme une opportunité de se racheter et de contribuer à un monde plus pacifique. Alors que le Japon réémergeait sur la scène internationale dans les années 1950 et 1960, un nouvel esprit de réconciliation commença à s'installer. D'anciens ennemis devenaient des partenaires économiques, voire des alliés. C'est dans ce climat de changement d'attitude qu'une invitation extraordinaire parvint à Fujita en 1962. Les habitants de Brookings, dans l'Oregon, la ville même qu'il avait bombardée 20 ans plus tôt, l'invitaient à lui rendre visite en tant qu'invité d'honneur. L'invitation a été un choc pour Fujita. Sa première réaction fut l'incrédulité, rapidement suivie par l'appréhension. Comment les habitants de Brookings pouvaient-ils souhaiter accueillir l'homme qui avait attaqué leur ville? À quel accueil pouvaient-ils s'attendre dans un pays qu'il avait autrefois cherché à terroriser? La perspective d'affronter ceux qu'ils considéraient comme des ennemis l'emplissait d'un mélange complexe d'émotions, la peur, la honte, mais aussi une lueur d'espoir. Alors que Fujita réfléchissait à l'invitation, il fut contraint de se confronter aux souvenirs de guerre qu'il avait longtemps tenté de supprimer. Des cauchemars de combats aériens et les visages de camarades tombés au combat hantaient son sommeil. Il a passé de longues heures à réfléchir tranquillement, se promenant souvent seul dans les parcs de sa ville natale, luttant avec la décision qui l'attendait. C'est au cours d'une de ces promenades solitaires que Fujita prit conscience. Cette invitation, aussi intimidante qu'elle paraisse, lui offrait une chance pour quelque chose qu'il avait à peine osé espérer, la rédemption. C'était là une occasion non seulement de s'excuser pour ses actes, mais aussi de jouer un rôle, même minime, dans la guérison des blessures de la guerre. Avec un mélange d'inquiétude et de détermination, Fujita a accepté l'invitation. Le voyage vers l'Oregon en 1962 fut l'une des expériences les plus difficiles de la vie de Fujita. Alors que son avion traversait le Pacifique, suivant une route qui n'est pas sans rappeler celle empruntée par son sous-marin 2 décennies plus tôt, il fut assailli par des doutes. De quel droit avait-il demandé pardon? Comment pourrait-il expliquer ses actes aux habitants de Brookings? Fujita avait préparé sa visite avec beaucoup de soin. Dans ses bagages se trouvait une cargaison précieuse, le katana de sa famille, une épée de samouraï transmise de génération en génération. Cette épée, symbole de l'héritage guerrier de sa famille, devait être son offrande de paix. Il avait décidé que si son accueil à Brookings était hostile, il utiliserait l'épée pour se suicider rituellement, assumant ainsi la responsabilité de ses actes de guerre de la manière la plus définitive possible. Lorsque l'avion atterrit dans l'Oregon, le cœur de Fujita s'emballa. Le moment de vérité était arrivé. Il descendit de l'avion, se préparant à la colère ou au ressentiment. Au lieu de cela, il a été accueilli par un spectacle qui l'a ému jusqu'aux larmes, un groupe d'habitants de Brookings tenant des pancartes de bienvenue, le visage ouvert et amical. La chaleur de son accueil a été bouleversante. Fujita, qui s'était préparé au rejet, s'est retrouvé adopté par la communauté même à laquelle il avait autrefois cherché à nuire. Au cours des jours suivants, il fut invité à visiter la ville, invité chez les gens et traité non pas comme un ancien ennemi, mais comme un invité d'honneur. Le point central de la visite de Fujita a été la cérémonie au cours de laquelle il a présenté le katana de sa famille à la ville de Brookings. Debout devant une foule rassemblée, la voix pleine d'émotion, Fujita a parlé de ses regrets pour ses actions en temps de guerre et de sa profonde gratitude pour le pardon de la ville. En remettant l'épée, il a promis qu'aucun membre de sa famille ne prendrait plus jamais les armes contre les États-Unis. L'épée, a-t-il dit, serait un symbole de paix entre leurs deux nations. L'impact de ce geste a été profond. De nombreux spectateurs ont été émus aux larmes, reconnaissant la profonde signification de l'offre de Fujita. Ce moment de réconciliation, joué dans une petite ville de l'Oregon, a semblé panser des blessures qui couvraient depuis 2 décennies. La visite de Fujita à Brookings a marqué un tournant dans sa vie. Il revient au Japon transformé, profondément marqué par le pardon et l'humanité qu'il a rencontrés. Le fardeau de la culpabilité qu'il portait depuis si longtemps commença à se dissiper, remplacé par un nouveau sens du but. Il est devenu déterminé à œuvrer en faveur de la paix et de la compréhension entre le Japon et les États-Unis. Dans les années qui suivirent, Fujita retourna à Brookings à plusieurs reprises. Chaque visite a approfondi les liens qu'il avait noués avec la ville et ses habitants. Il a parrainé des programmes d'échange d'étudiants, permettant aux jeunes de Brookings de visiter le Japon et de découvrir sa culture par eux-mêmes. Dans un acte symbolique poignant, il a planté des arbres dans les forêts qu'il avait autrefois tenté de détruire, transformant ainsi un acte de destruction en temps de guerre en un acte de paix et de renouveau. L'histoire de Fujita a commencé à se répandre
captivant les imaginations des deux côtés du Pacifique. Il est devenu un symbole vivant de réconciliation. Son parcours de pilote ennemi à ambassadeur de la paix offrant l'espoir que même les blessures de guerre les plus profondes pourraient guérir. Les écoliers de Brookings ont découvert son histoire et les touristes japonais ont commencé à visiter la ville, attirés par cette histoire unique de pardon et d'amitié. Au fil des années, Fujita a observé avec satisfaction le renforcement des relations entre le Japon et les États-Unis. Les deux nations, autrefois ennemies acharnées, sont devenus de proches alliés et partenaires économiques. Il considérait sa propre histoire comme une partie petite mais significative de cette réconciliation plus large, un témoignage du pouvoir des liens humains pour surmonter les divisions de la guerre. En 1997, à l'âge de 85 ans, Fujita fit ce qu'il savait être probablement sa dernière visite à Brookings. Sa santé se détériorait, mais sa détermination à faire le voyage une dernière fois était inébranlable. La ville l'a accueilli comme elle l'avait toujours fait, mais cette fois avec une annonce spéciale. Elle faisait de lui un citoyen honoraire de Brookings. Ce dernier honneur a profondément ému Fujita. Devant le conseil municipal, la voix vacillante avec l'âge et l'émotion, il a exprimé sa gratitude non seulement pour cette reconnaissance, mais pour les décennies d'amitié qui ont transformé sa vie. Il a raconté comment les habitants de Brookings lui avaient appris le vrai sens du pardon et comment leur acceptation lui avait permis de se pardonner. Alors que Fujita se préparait à retourner au Japon, il savait que la boucle de sa vie était bouclée. Le jeune pilote qui avait autrefois survolé l'Oregon avec des bombes de guerre est désormais devenu ambassadeur de la paix, laissant derrière lui un héritage de réconciliation qui lui survivra. Nobuo Fujita est décédé le 30 septembre 1997, peu après son retour au Japon. Conformément à ses souhaits, une partie de ses cendres fut dispersée dans les forêts proches de Brookings par sa fille, Yoriko Asakura. C'était le dernier chapitre approprié d'une histoire de vie extraordinaire, le ramenant à l'endroit qui avait joué un rôle si central dans son voyage. L'héritage de Nobuo Fujita et de la ville de Brookings continue de résonner aujourd'hui. Leur histoire constitue un puissant rappel de la possibilité du pardon et de la force durable de l'esprit humain. Dans un monde encore marqué par les conflits, l'amitié improbable entre un pilote japonais et une ville américaine offre une lueur d'espoir. En réfléchissant au parcours remarquable de Fujita, nous nous souvenons des complexités de la guerre et de la paix. Son histoire nous met au défi de regarder au-delà des étiquettes des ennemis ou des alliés, pour voir l'humanité partagée chez ceux que nous considérions autrefois comme des ennemis. Cela nous montre que même au lendemain d'un conflit, il existe un potentiel de compréhension, de pardon et de transformation personnelle profonde. La vie de Fujita témoigne également du pouvoir des actions individuelles pour provoquer le changement. Sa décision d'accepter l'invitation de Brookings, de présenter des excuses sincères et de consacrer ses dernières années à favoriser la compréhension entre le Japon et les États-Unis a eu un impact bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Cela nous rappelle que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais un processus actif visant à construire des ponts et à panser les blessures. Pour les habitants de Brookings, l'histoire de Fujita est devenue partie intégrante de l'identité de leur ville. Le katana qu'il leur a offert est toujours exposé dans la bibliothèque locale, un rappel tangible du pouvoir de la réconciliation. Les arbres qu'il a plantés continuent de pousser, témoins silencieux d'une remarquable transformation de l'inimitié en amitié. Au Japon, l'histoire de Fujita est devenue un exemple puissant de réconciliation et de l'importance d'affronter honnêtement le passé. Son parcours de pilote de guerre à ambassadeur de la paix trouve un écho auprès de nombreux citoyens japonais aux prises avec l'histoire de guerre de leur pays. Les écoles et les groupes communautaires partagent souvent son histoire pour discuter de la guerre, de la paix et de la possibilité de rédemption. L'impact de l'histoire de Fujita s'étend bien au-delà du domaine personnel. Il constitue un microcosme de la réconciliation plus vaste entre le Japon et les États-Unis dans les années d'après-guerre. La transformation de ces deux nations d'ennemis acharnés en alliés proches est l'une des réalisations diplomatiques les plus remarquables du XXe siècle. Le parcours individuel de réconciliation de Fujita avec Brookings est parallèle à ce récit plus large, donnant un visage humain aux concepts abstraits des relations internationales et de la diplomatie. À mesure que nous approfondissons les expériences de Fujita, il est crucial de comprendre le contexte de ses premières années et la société qu'il a façonnée. Né en 1911 dans la préfecture d'Ibaraki, Fujita a atteint sa majorité à une époque de montée du militarisme au Japon. La nation, s'étant rapidement modernisée après la restauration Meiji, s'affirmait comme une puissance majeure sur la scène mondiale. Le jeune Nobuo, comme beaucoup de ses contemporains,
a grandi dans une atmosphère qui glorifiait les vertus martiales et la loyauté inconditionnelle envers l'empereur. Le système éducatif de l'époque mettait l'accent sur le destin unique du Japon et sur la nécessité de s'étendre pour garantir les ressources de l'empire en pleine croissance. Le service militaire était considéré non seulement comme un devoir, mais aussi comme la forme la plus élevée de patriotisme. La décision de Fujita de rejoindre la marine en 1933 était donc un choix naturel pour un jeune homme de son époque. Il excella dans sa formation, en particulier dans l'aviation, démontrant les compétences et le dévouement qui le mèneront finalement à sa sélection pour la mission de bombardement de l'Oregon. Ses premières années dans la marine ont coïncidé avec les aventures militaires croissantes du Japon sur le continent asiatique, y compris l'invasion de la Chine en 1937. Il est important de noter que Fujita, comme beaucoup de ses camarades, ne considérait pas ses actions comme agressives à l'époque. Le discours dominant au Japon décrivait ces campagnes militaires comme nécessaires à la survie et à la prospérité de la nation. Le jeune pilote, imprégné de l'idéologie de l'époque, croyait de tout cœur au bien fondé de la cause japonaise. Ce contexte nous aide à comprendre l'état d'esprit avec lequel Fujita a abordé sa mission de bombarder l'Oregon. Ce n'était pas une animosité personnelle ou un désir de destruction qui le motivait, mais une croyance profondément ancrée dans son devoir envers son pays et son empereur. Ce contexte rend sa transformation ultérieure d'autant plus remarquable. Les années qui ont immédiatement suivi la guerre ont été une période de profonds changements et de remise en question pour Fujita. Alors que le Japon subissait une transformation radicale sous l'occupation américaine, il fut contraint, comme beaucoup de ses compatriotes, de se confronter aux réalités des actions de leur pays pendant la guerre. Les procès pour crimes de guerre, le démantèlement de l'armée et la réécriture de la constitution japonaise ont tous contribué à un changement sismique dans la psyché nationale. Pour Fujita, cette période a été marquée par une intense réflexion personnelle. Les valeurs et les croyances qui l'avaient guidé tout au long de sa carrière militaire sont soudainement remises en question. Il était aux prises avec des sentiments de culpabilité, de honte et de désillusion. La mission en Oregon, qui paraissait autrefois une fierté, pesait désormais lourdement sur sa conscience. C'est au cours de ces années difficiles que Fujita entame un long processus de réévaluation de son passé et de recherche d'un nouvel objectif. Il acceptait tous les emplois qu'il pouvait trouver dans l'économie en difficulté d'après-guerre, du travail manuel aux emplois de bureau. Ces expériences l'ont mis en contact avec des citoyens japonais ordinaires qui luttaient également pour reconstruire leur vie, l'aidant à développer une nouvelle perspective sur les véritables coûts de la guerre. Le cheminement de Fujita vers la réconciliation n'a pas été simple. Il y a eu des moments de doute, des revers et une douleur persistante. L'invitation de Brookings en 1962 est arrivée à une époque où il était encore aux prises avec son passé. Son hésitation initiale à accepter l'invitation reflétait non seulement la peur de la façon dont il serait reçu, mais aussi ses propres sentiments non résolus concernant ses actions en temps de guerre. La décision d'accepter l'invitation a été un tournant dans la vie de Fujita. Il lui fallait un immense courage pour affronter ceux à qui il avait autrefois cherché à faire du mal. Le fait qu'il était prêt à commettre un suicide rituel si ses excuses n'étaient pas acceptées démontre la profondeur de ses sentiments et le sérieux avec lequel il a abordé cet acte de réconciliation. Alors que nous approchons d'un moment charnière de notre récit, c'est le moment idéal pour vous assurer de ne manquer aucune partie de cette incroyable histoire. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre le voyage de Fujita et découvrir d'autres histoires de guerre, de paix et de l'esprit humain indomptable. La première visite de Fujita à Brookings en 1962 fut une expérience chargée d'émotions. En descendant de l'avion, il s'était préparé à la colère, au ressentiment ou, au mieux, à une politesse froide. Au lieu de cela, il a été accueilli avec une véritable chaleur et curiosité. Les habitants de Brookings, plutôt que de s'attarder sur les hostilités passées, ont vu une opportunité de guérison et de compréhension. L'un des moments les plus poignants de cette visite a été la rencontre de Fujita avec les pompiers qui avaient répondu à son attentat 2 décennies plus tôt. Ces hommes, qui s'étaient autrefois précipités pour éteindre les incendies qu'il avait tenté d'allumer, lui ont maintenant serré la main et ont partagé leurs propres souvenirs de cette journée. Leur capacité à aller au-delà du passé et à considérer Fujita comme un être humain a profondément ému l'ancien pilote. Pendant son séjour, Fujita a visité les forêts qu'il avait bombardées. Debout au milieu des arbres imposants, dont beaucoup n'étaient que de jeunes arbres pendant la guerre, il a été frappé par la résilience de la nature et le passage du temps. C'est ici, entouré par la force tranquille de la forêt, que Fujita ressentit tout le poids de ses actions passées et le caractère miraculeux du pardon qui lui était offert.
La cérémonie au cours de laquelle Fujita a présenté le katana de sa famille à la ville de Brookings a été le point culminant en émotion de sa visite. Alors qu'il se tenait devant la foule rassemblée, l'épée lourde dans les mains, Fujita avait du mal à trouver les mots pour exprimer ses remords et sa gratitude. Lorsqu'il parla enfin, la voix tremblante d'émotion, la sincérité de ses excuses était indubitable. « Je n'ai pas la prétention de vous demander pardon », a déclaré Fujita. « Mais j'offre cette épée en signe de mon profond regret et de mon fervent espoir de paix entre nos nations. » Alors qu'il remettait le katana, un profond silence s'abattit sur l'assemblée. De nombreux spectateurs ont été émus aux larmes, reconnaissant la profonde signification de ce geste dans la culture japonaise. Le maire de Brookings, acceptant l'épée au nom de la ville, a parlé du pouvoir de la réconciliation et de l'importance de jeter des ponts entre les anciens ennemis. Ces paroles, Monsieur Fujita, vous nous avez bombardés une fois. Aujourd'hui, vous nous avez bombardés à nouveau. Avec votre gentillesse, ont capturé l'esprit du moment et resteront longtemps dans les mémoires de tous ceux qui étaient présents. Cette visite a marqué le début d'une connexion profonde et durable entre Fujita et la ville de Brookings. Alors qu'il montait à bord de l'avion pour retourner au Japon, Fujita ressentit un profond sentiment de transformation. Le poids de la culpabilité qu'il portait depuis 2 décennies avait commencé à se dissiper, remplacé par un nouveau sens du but. Il savait que son chemin de réconciliation était loin d'être terminé. À bien des égards, cela ne faisait que commencer. À son retour au Japon, Fujita se retrouve à voir son pays natal avec un nouveau regard. Les rues de Tokyo, autrefois si familières, semblaient désormais vibrer d'un potentiel inexploité de paix et de compréhension internationale. Il a commencé à considérer son rôle non seulement comme celui d'un ancien pilote en quête de rédemption personnelle, mais aussi comme celui d'un pont entre 2 cultures autrefois enfermées dans un conflit amer. Dans les mois qui ont suivi sa visite à Brookings, Fujita a parlé de plus en plus ouvertement de ses expériences. Il a commencé par partager son histoire avec ses amis et sa famille, dont beaucoup ont été étonnés par le pardon qu'il avait rencontré en Amérique. Certains de ses anciens collègues militaires étaient au départ sceptiques, voire critiques quant à ce qu'ils considéraient comme une trahison de Fujita envers leur passé commun. Mais en écoutant ses récits passionnés sur la gentillesse dont il avait fait l'expérience à Brookings, beaucoup ont constaté que leur propre perspective commençait à changer. L'histoire de Fujita a rapidement attiré l'attention des médias locaux au Japon. Un petit journal de sa ville natale a publié un article sur sa visite à Brookings qui a été repris par de plus grandes publications nationales. Soudain, Fujita s'est retrouvé sous le feu des projecteurs, répondant aux demandes d'interviews de journalistes désireux d'entendre parler de l'ancien pilote ennemi qui était revenu en Amérique pour s'excuser. Cette nouvelle attention n'était pas toujours confortable pour Fujita. Homme naturellement humble, il a eu du mal à l'idée de devenir une personnalité publique. Cependant, il a reconnu le pouvoir de son histoire pour promouvoir la compréhension et la réconciliation. Avec une certaine appréhension, il a commencé à accepter des invitations à prendre la parole dans des écoles, des centres communautaires et des forums pour la paix à travers le Japon. Une allocution particulièrement mémorable a eu lieu dans un lycée de Nagasaki en 1964. Alors que Fujita se tenait devant un auditorium rempli d'adolescents, il était parfaitement conscient que nombre de leurs parents et grands-parents avaient vécu les horreurs de la guerre atomique. Il a parlé doucement mais passionnément de ses propres expériences de guerre, de la mission de bombardement sur l'Oregon et de sa visite transformatrice à Brookings. Alors qu'il terminait son discours, une jeune fille leva la main. « Fujita-san » a-t-elle demandé, la voix légèrement tremblante. « Comment pouvez-vous pardonner aux Américains ce qu'ils ont fait à notre pays ?» L'auditoire devint silencieux, tous les yeux rivés sur Fujita alors qu'il réfléchissait à sa réponse. Après un moment, Fujita répondit « Il ne s'agit pas de pardonner ou d'oublier. Il s'agit de comprendre. Les habitants de Brookings m'ont montré qu'il est possible de reconnaître le passé tout en travaillant à un avenir meilleur. Ils m'ont appris que le cycle de la haine et de la vengeance peut être brisé, mais cela demande du courage et de la compassion de la part des 2 côtés. » Ces paroles ont eu un profond impact sur les étudiants. Beaucoup l'ont approché après la conférence, désireux de partager leurs propres réflexions sur la guerre, la paix et la réconciliation. Pour Fujita, ces interactions avec les jeunes sont devenues l'un des aspects les plus gratifiants de son nouveau rôle de défenseur de la paix. À mesure que la réputation de Fujita grandissait, il commença à recevoir des invitations d'organisations extérieures au Japon. En 1965, il fut invité à prendre la parole lors d'une conférence sur la paix à San Francisco.
Ce serait son premier retour aux États-Unis depuis sa visite à Brookings et il l'aborde avec un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. La conférence a réuni des militants pacifistes, des universitaires et d'anciens militaires du monde entier. Le panel de Fujita, intitulé Enemy No More, Personal Journey of Reconciliation, comprenait également un ancien prisonnier de guerre américain qui avait pardonné à ses ravisseurs japonais et un combattant de la résistance allemande qui avait travaillé à reconstruire les relations avec les communautés juives après la guerre. Alors que Fujita racontait son histoire, il a été frappé par les points communs entre leurs expériences. Bien qu'ils viennent de différents côtés du conflit, ils ont tous parlé du pouvoir transformateur du pardon et de l'importance des liens de personne à personne pour surmonter l'héritage de la guerre. Au cours de la conférence, Fujita a rencontré Daniel Inouye, un héros de guerre nippo-américain qui avait perdu son bras en combattant en Europe et qui devint plus tard sénateur américain. Leur conversation était un puissant rappel de la nature complexe de la guerre et de l'identité. Inouye a partagé ses propres difficultés à être considéré comme un ennemi dans le pays pour lequel il se battait, tandis que Fujita a parlé de son parcours, passant de la perception des Américains comme des ennemis sans visage à la formation de profondes amitiés avec les habitants de Brookings. Cette rencontre a laissé une impression durable sur Fujita. Il a commencé à considérer sa mission de réconciliation comme faisant partie d'un mouvement mondial plus vaste vers la paix et la compréhension. Il est rentré au Japon avec une énergie renouvelée et une perspective plus large sur son rôle dans la promotion de l'amitié internationale. Dans les années qui suivirent, la vie de Fujita prit un nouveau rythme. Il a équilibré son travail de guide touristique, un travail qu'il avait accepté pour subvenir aux besoins de sa famille, avec ses engagements croissants en tant que défenseur de la paix. Ses employeurs, reconnaissant la valeur de ses expériences uniques, lui accordaient souvent du temps libre pour des allocutions et des visites aux États-Unis. La deuxième visite de Fujita à Brookings eut lieu en 1967, 5 ans après son premier voyage. Cette fois, il a amené sa femme et son fils avec lui, désireux de partager avec eux la chaleur et l'amitié qu'il avait vécue. La ville a accueilli la famille Fujita à bras ouverts, organisant une réception spéciale réunissant de nombreuses personnes rencontrées par Nobuo lors de sa première visite. L'un des moments les plus poignants de ce voyage est survenu lorsque Fujita a visité le lycée local. Dans le public se trouvaient les enfants de certains des pompiers qui avaient répondu à son bombardement 25 ans plus tôt. Alors que Fujita parlait de ses expériences et de ses espoirs de paix, il pouvait voir dans ses jeunes visages la promesse d'une nouvelle génération libérée des hostilités du passé. Au cours de cette visite, Fujita a également passé du temps avec l'historienne locale Annette Hall, qui avait joué un rôle déterminant dans l'organisation de son premier voyage à Brookings. Ensemble, ils ont commencé à discuter des moyens d'officialiser la connexion entre Brookings et le Japon. Leurs conversations ont jeté les bases de ce qui allait devenir un solide programme d'échange d'étudiants. Alors que la famille de Fujita se préparait à retourner au Japon, son fils, Yasuyoshi, a remarqué à quel point la réalité américaine était différente des images qu'il avait vues au cinéma et à la télévision. Cette observation a renforcé la conviction de Fujita dans l'importance des relations personnelles et des échanges culturels pour promouvoir la compréhension internationale. Au Japon, les efforts de Fujita pour promouvoir la paix et la réconciliation retenaient de plus en plus d'attention. En 1968, il est invité à participer à un documentaire sur les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale devenus défenseurs de la paix. Le film, intitulé « Des ennemis aux amis », présentait des entretiens avec d'anciens soldats de divers pays, explorant leur parcours depuis l'hostilité du temps de guerre jusqu'à la réconciliation d'après-guerre. Le segment du documentaire de Fujita s'est concentré sur sa mission de bombardement et ses visites ultérieures à Brookings. Les cinéastes ont également voyagé avec lui dans l'Oregon, capturant devant la caméra ses retrouvailles émouvantes avec des amis de la ville et ses réflexions alors qu'il marchait à travers les forêts qu'il avait autrefois tenté de brûler. Le documentaire a été bien accueilli au Japon et a même été diffusé à la télévision publique américaine. Pour de nombreux téléspectateurs, l'histoire de Fujita constitue un exemple puissant de la manière dont les individus peuvent jouer un rôle dans la guérison des blessures de la guerre. À l'aube des années 1970, Fujita s'est trouvé de plus en plus sollicité en tant que conférencier et défenseur de la paix. Il a été invité à des universités, à des conférences internationales et à des événements communautaires à travers le Japon et occasionnellement à l'étranger. Même s'il a encore parfois du mal à prendre la parole en public, il s'est efforcé d'accepter ces invitations, motivé par son engagement à diffuser un message de paix et de réconciliation. En 1971,
Fujita fut approché par un éditeur intéressé à créer un livre sur ses expériences. Bien qu'au départ hésitant à l'idée, Fujita a finalement accepté, y voyant une nouvelle opportunité de toucher un public plus large avec son message de paix. Le processus d'écriture du livre, qu'il a intitulé « D'un ennemi à un ami », le voyage de réconciliation d'un pilote japonais, a été à la fois stimulant et cathartique pour Fujita. Cela lui a demandé de plonger profondément dans ses souvenirs de la guerre, de sa mission de bombardement et du pouvoir transformateur de ses expériences à Brookings. Travaillant avec un aide, Fujita a passé des mois à raconter son histoire, se retrouvant souvent ému jusqu'aux larmes alors qu'il revisitait des moments à la fois douloureux et joyeux de son passé. Le livre a été publié en 1972 et est devenu un modeste best-seller au Japon. Il a ensuite été traduit en anglais et publié aux États-Unis, où il a trouvé un public parmi ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et aux histoires de transformation personnelle. Un chapitre particulièrement émouvant du livre détaille l'évolution de la relation de Fujita avec la nature, en particulier les forêts. Il a écrit sur la manière dont sa perception des forêts avait changé, passant d'une vision stratégique pendant la guerre à une vision de symbole de résilience et de renouveau. Il a décrit l'émotion qu'il a ressentie en plantant des arbres à Brookings, un acte qu'il considérait comme un moyen de redonner à la terre qu'il avait autrefois cherché à détruire. Le succès du livre a conduit Fujita à davantage de conférences et d'apparitions dans les médias. Il est apparu dans des talk shows au Japon et aux États-Unis, utilisant toujours ces plateformes pour souligner l'importance de la paix et de la compréhension interculturelle. En 1973, les efforts de Fujita furent officiellement reconnus par le gouvernement japonais. Il a reçu l'Ordre du Soleil Levant, une distinction prestigieuse décernée pour des réalisations remarquables dans le domaine des relations internationales. La citation du prix salue les efforts inlassables de Fujita pour promouvoir l'amitié entre le Japon et les États-Unis. Bien que profondément honoré par cette reconnaissance, Fujita est resté humble. Dans son discours de remerciement, il a souligné que les véritables héros étaient les habitants de Brookings, dont la capacité de pardon avait rendu possible son chemin de réconciliation. À mesure que la notoriété de Fujita grandissait, il commença à recevoir des lettres de personnes du monde entier touchées par son histoire. Beaucoup provenaient d'anciens combattants qui, comme lui, avaient du mal à accepter leurs expériences de guerre. D'autres provenaient de jeunes inspirés par son message de paix. Une lettre, en particulier, s'est démarquée. Il s'agissait d'un jeune soldat américain servant au Vietnam qui avait entendu parler de Fujita dans un article de magazine. Le soldat a écrit sur sa désillusion croissante face à la guerre et sur la façon dont l'histoire de Fujita lui avait donné l'espoir qu'un jour, la réconciliation serait possible entre ceux qui étaient actuellement ennemis. Fujita a été profondément ému par cette lettre et par bien d'autres. Il a commencé à correspondre régulièrement avec certaines de ces personnes, offrant des mots d'encouragement et partageant ses propres expériences de recherche de la paix et d'un but au lendemain de la guerre. En 1975, Fujita se lance dans son projet le plus ambitieux à ce jour. Inspiré par les programmes d'échange d'étudiants qu'il avait vus dans d'autres villes, il a proposé d'établir un programme d'échange formel entre Brookings et sa ville natale au Japon. Il envisageait cela comme un moyen de construire des ponts durables entre les deux cultures et de garantir que l'esprit de réconciliation perdurerait dans les générations futures. Fujita s'est lancé dans ce projet avec un dévouement caractéristique. Il a travaillé sans relâche pour obtenir des financements, surmonter les obstacles bureaucratiques et obtenir le soutien des deux côtés du Pacifique. Ces efforts ont porté leurs fruits en 1976 lorsque le premier groupe d'étudiants américains de Brookings est arrivé au Japon. Fujita était là pour accueillir les étudiants à l'aéroport, le visage rayonnant de fierté et d'émotion. En regardant ces jeunes Américains faire leur premier pas sur le sol japonais, il ressent un profond sentiment d'épanouissement. C'était, pensait-il, le point culminant de tout ce sur quoi il avait travaillé depuis sa première visite à Brookings en 1962. Le programme d'échange a été un succès dès le départ. Les étudiants américains ont été chaleureusement accueillis par leurs familles d'accueil japonaises et sont rentrés chez eux avec une nouvelle appréciation de la culture japonaise et une compréhension plus profonde des liens humains qui transcendent les frontières nationales. L'année suivante, un groupe d'étudiants japonais fait le voyage jusqu'à Brookings. Pour beaucoup d'entre eux, c'était leur premier voyage à l'étranger et l'expérience a été transformatrice. Ils ont été particulièrement émus par leur visite sur les sites liés à la mission de bombardement de Fujita et à la réconciliation qui a suivi. L'une des étudiantes japonaises, une jeune fille nommée Yuki, a écrit dans son journal «
Debout dans la forêt que Fujita 100 avait autrefois bombardée, j'ai été submergé par le pouvoir du pardon. Les arbres ici sont devenus grands et forts, tout comme l'amitié, entre nos deux pays. Je me sens honoré de faire partie de cette histoire. À mesure que le programme d'échange se développait et prospérait, Fujita restait profondément impliqué. Il a souvent rencontré les étudiants avant et après leur voyage, partageant son histoire et soulignant l'importance de leur rôle de jeunes ambassadeurs de la paix et de la compréhension. En 1978, Fujita effectue un autre voyage important aux États-Unis, cette fois pour participer à une conférence de paix aux Nations Unies à New York. La conférence a réuni d'anciens ennemis issus de divers conflits à travers le monde qui avaient tous travaillé à la réconciliation au cours des années qui ont suivi la fin de leur guerre. Le discours de Fujita lors de la conférence était peut-être le plus puissant à ce jour. Il a parlé de son parcours d'un jeune pilote rempli de ferveur nationaliste à un homme dévoué à l'amitié internationale. Il a souligné le rôle des relations personnelles pour surmonter les divisions de la guerre, en utilisant sa relation avec les habitants de Brookings comme un exemple puissant. La guerre déshumanise l'ennemi, a déclaré Fujita aux délégués rassemblés. La paix nous oblige à redécouvrir notre humanité commune. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours possible. Je me tiens aujourd'hui devant vous comme la preuve vivante de cette vérité. Ces paroles ont profondément résonné auprès du public, dont beaucoup ont été émus jusqu'aux larmes. Plusieurs délégués ont contacté Fujita après son discours, désireux de partager leurs propres histoires et d'en savoir plus sur la manière dont ils pourraient promouvoir la réconciliation dans leur propre communauté. Alors que les années 1970 touchaient à leur fin, Fujita réfléchissait à l'incroyable voyage qu'avait parcouru sa vie. De jeunes pilotes se lançant dans une mission dangereuse consistant à bombarder le territoire ennemi, il était devenu un défenseur internationalement reconnu de la paix et de la réconciliation. Pourtant, malgré toutes les distinctions et l'attention qu'il a reçues, Fujita reste fondamentalement le même homme humble et attentionné qu'il a toujours été. En 1980, Fujita retourna à Brookings pour ce qui serait sa 5e visite dans la ville. Cette fois, il était accompagné d'un groupe d'étudiants japonais participant au programme d'échange qu'il avait contribué à mettre en place. En regardant ces jeunes interagir avec leurs homologues américains, Fujita a ressenti un profond sentiment d'espoir pour l'avenir. Au cours de cette visite, Fujita a participé à une cérémonie spéciale au cours de laquelle il a aidé à planter un jardin de la paix dans le parc de la ville. Alors qu'il enfouissait soigneusement un jeune cerisier dans le sol, il fut frappé par la symbolique du moment. Tout comme cet arbre grandira et fleurira dans les années à venir, les liens d'amitié entre le Japon et les États-Unis continueront de se renforcer et de s'épanouir. Alors qu'il se levait, époussetant la terre de ses mains, Fujita croisa le regard de Bill Mcchesney, l'un des pompiers qui avait répondu à son bombardement il y a toutes ces années. Les deux hommes partagèrent un moment silencieux de compréhension, tous deux émerveillés par les étranges et merveilleux rebondissements du sort qui les avait amenés à ce point. Plus tard dans la soirée, lors d'un dîner communautaire organisé en son honneur, Fujita a surpris tout le monde en prenant une guitare et en chantant une chanson folklorique traditionnelle japonaise. Sa voix, bien que pas particulièrement forte, était remplie d'émotion alors qu'il chantait la beauté des fleurs de cerisier et le caractère éphémère de la vie. Alors que les dernières notes disparaissaient, la salle a éclaté sous les applaudissements, beaucoup essuyant les larmes de leurs yeux. Ce moment d'échange culturel, simple mais profond, illustre tout ce vers quoi Fujita a travaillé. Il a montré comment la musique, comme tant d'autres aspects de la culture humaine, pouvait combler les fossés entre les nations et rassembler les gens dans une appréciation partagée de la beauté et de l'émotion. Au fur et à mesure que les années 1980 avançaient, Fujita commença à réduire ses apparitions publiques en raison de son âge avancé. Cependant, son engagement en faveur de la paix et de la compréhension reste plus fort que jamais. Il a continué à correspondre avec des amis à Brookings et à encadrer des jeunes intéressés par les relations internationales. En 1985, Fujita reçoit une nouvelle qui le touche profondément. La ville de Brookings avait décidé de donner son nom à un petit parc. Le parc Fujita, comme on l'appellerait, devait être un lieu de réflexion et de souvenir, un témoignage physique du pouvoir de la réconciliation. Bien que son état de santé l'ait empêché d'assister en personne à la cérémonie d'inauguration du parc, Fujita a envoyé une lettre sincère à lire lors de l'événement. Il y écrivait « Ce parc n'est pas seulement un honneur pour moi, mais un hommage à l'esprit de pardon et d'amitié qui existe entre nos deux nations. Puisse-t-il rappeler aux générations futures que même dans les temps les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Paix et compréhension. »
La création du parc Fujita a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire en cours de réconciliation entre Brookings et le Japon. C'est devenu un endroit populaire auprès des habitants et des visiteurs, dont beaucoup s'asseyaient sur les bancs et réfléchissaient à l'histoire extraordinaire du pilote ennemi, devenu un ami bien-aimé. En 1987, Fujita fête son 76e anniversaire. Malgré son âge avancé, son esprit est resté vif et sa passion pour la promotion de la paix n'a pas diminué. Il passait une grande partie de son temps à réfléchir tranquillement, à écrire ses mémoires et à correspondre avec des amis au Japon et à l'étranger. Sa maison était devenue une sorte de musée non officiel, rempli de photographies, de lettres et de souvenirs de ses nombreuses visites à Brookings et de ses efforts de consolidation de la paix dans le monde. La même année, Fujita reçoit la visite inattendue d'un jeune journaliste américain nommé James Bradley. Bradley, dont le père était l'un des marines qui ont hissé le drapeau d'Iwo Jima, travaillait sur un livre sur la Seconde Guerre mondiale et était devenu fasciné par l'histoire de Fujita. Pendant plusieurs jours, Fujita a partagé ses expériences avec Bradley, parlant franchement de ses actions en temps de guerre, de son parcours de réconciliation et de ses espoirs pour l'avenir. Ces conversations ont eu un impact profond sur Bradley, qui écrivit plus tard, assis dans le salon de Fujita, l'écoutant parler de guerre et de paix avec tant de sagesse et d'humilité, j'avais l'impression d'être en présence d'un samouraï des temps modernes. Non pas un guerrier, mais un homme d'honneur et de paix. À la fin des années 1980, la santé de Fujita commença à décliner, mais son esprit resta fort. Il a continué à recevoir des lettres de personnes du monde entier touchées par son histoire. Une lettre particulièrement émouvante est venue d'un groupe d'élèves du secondaire de Brookings qui avait récemment terminé un projet sur la Seconde Guerre mondiale. « Cher Monsieur Fujita », commençait la lettre, « nous voulons que vous sachiez que votre histoire a changé notre façon de penser la guerre et la paix. Vous nous avez montré qu'il est possible de surmonter la haine et de nouer des amitiés, même avec ceux que nous avons. Autrefois appelés ennemis, nous promettons de transmettre votre message de paix dans nos propres vies. » Fujita a été profondément ému par cette lettre, y voyant l'accomplissement de sa mission de toute une vie visant à promouvoir la compréhension entre les générations futures. Il a dicté une réponse sincère, encourageant les étudiants à continuer à travailler pour la paix à leur manière. En 1990, malgré sa santé fragile, Fujita a effectué ce qu'il savait probablement être son dernier voyage à Brookings. À 79 ans, il était déterminé à revoir la ville et les gens qui ont joué un rôle si crucial dans son parcours de vie. L'accueil qui lui a été réservé a été toujours aussi chaleureux. La ville a organisé une réception spéciale en son honneur, à laquelle ont participé d'anciens amis et de nouveaux admirateurs. Parmi les personnes présentes se trouvaient certains des enfants et petits-enfants des personnes que Fujita avait rencontrées pour la première fois lors de sa première visite en 1962. C'était un puissant rappel de la façon dont son histoire avait touché plusieurs générations. Au cours de cette visite, Fujita a passé un après-midi tranquille dans la forêt près du mont Emily, site de sa mission de bombardement près de 50 ans plus tôt. Accompagné d'un petit groupe d'amis, dont Bill Mcchesney, l'ancien pompier, Fujita marchait lentement parmi les arbres imposants. La forêt, autrefois sa cible, était devenue pour lui un lieu de paix profonde et de réflexion. Alors qu'il se trouvait dans une petite clairière, Fujita se tourna vers ses compagnons et dit « Quand j'ai largué ces bombes, je n'aurais jamais imaginé que je marcherais un jour dans cette forêt en tant qu'ami. Les arbres sont devenus grands et forts depuis lors. L'amitié entre nos peuples grandit de la même manière. » Avant de quitter Brookings, Fujita a fait une demande spéciale. Il a demandé qu'après sa mort, une partie de ses cendres soit dispersée dans cette forêt. « Cet endroit, a-t-il déclaré, fait désormais autant partie de moi que ma ville natale au Japon. Il est normal qu'une partie de moi reste ici. » Le conseil municipal, profondément ému par cette demande, a accepté à l'unanimité de l'honorer le moment venu. De retour au Japon après cette dernière visite, Fujita ressentit un sentiment d'accomplissement. Il avait bouclé la boucle, passant de pilote ennemi à ami honoré. Même si son corps s'affaiblissait, son esprit était en paix. Dans les années qui ont suivi, l'histoire de Fujita a continué d'inspirer les gens du monde entier. En 1991, une chaîne de télévision japonaise a produit un documentaire sur sa vie, axé sur sa relation avec Brookings. Le film, intitulé « Des bombardiers aux fleurs de cerisier », a été diffusé au Japon et aux États-Unis, présentant le parcours remarquable de Fujita à une nouvelle génération.
Le documentaire présentait des entretiens avec Fujita, aujourd'hui octogénaire, ainsi qu'avec des habitants de Brookings et des historiens des deux pays. Il dresse un tableau saisissant de la façon dont la quête de réconciliation d'un homme s'est transformée en une amitié durable entre deux anciennes nations ennemies. L'un des moments les plus poignants du film est survenu lorsque Fujita, regardant directement la caméra, a déclaré « La guerre est une chose terrible, mais ce qui vient après peut être beau si nous avons le courage de nous tendre la main. Leçon que j'ai apprise dans ma vie, et c'est ce que je veux laisser au monde. » Le succès du film a suscité un regain d'intérêt pour l'histoire de Fujita. Les écoles du Japon et des États-Unis ont commencé à intégrer ces expériences dans leur programme d'histoire, utilisant son voyage comme moyen d'enseigner aux élèves les impacts à long terme de la guerre et le pouvoir de la réconciliation. En 1992, pour marquer le 50e anniversaire de sa mission de bombardement, Fujita a été invité à participer à une cérémonie de paix spéciale à Washington, D.C. Bien que son état de santé l'empêchait d'y assister en personne, il a envoyé un message enregistré qui a été diffusé lors de l'événement. Dans son message, Fujita évoque le demi-siècle qui s'est écoulé depuis ce jour fatidique de 1942. Il parle du pouvoir transformateur du pardon et de l'importance de construire des ponts entre les anciens ennemis. Ces paroles ont profondément résonné auprès du public, composé de diplomates, d'anciens combattants et de militants pour la paix du monde entier. Alors que Fujita entrait dans ses dernières années, il trouva du réconfort en sachant que l'œuvre de sa vie se poursuivrait au-delà de sa propre vie. Le programme d'échange d'étudiants qu'il avait contribué à établir entre Brookings et le Japon était florissant, avec des dizaines de jeunes participants chaque année. Beaucoup de ces étudiants, inspirés par l'histoire de Fujita, ont poursuivi des carrières dans les relations internationales, la diplomatie et les études sur la paix. En 1995, Fujita a appris qu'un groupe de ses étudiants d'échange, américains et japonais, s'était réuni pour former la Fujita Peace Foundation. La mission de la fondation était de promouvoir la compréhension et la réconciliation internationale en poursuivant le travail commencé par Fujita. Lorsque Fujita a appris cela, il a été submergé d'émotions. « Je n'ai jamais cherché à créer un héritage », a-t-il déclaré à sa fille Yoriko. « Je voulais seulement faire amende honorable et nouer des amitiés. Mais si mon histoire peut inspirer d'autres à œuvrer pour la paix, alors peut-être que ma vie a eu un sens après tout. » En 1996, alors que sa santé continue de se détériorer, Fujita commence à mettre de l'ordre dans ses affaires. Il a passé de longues heures avec Yoriko, partageant des souvenirs et transmettant ses derniers vœux. Il a souligné son désir qu'une partie de ses cendres soit dispersée dans les forêts proches de Brookings, une demande à laquelle Yoriko a promis de répondre. Fujita a également travaillé sur une dernière lettre aux habitants de Brookings qu'il a demandé à lire après sa mort. Dans cette lettre, il exprime sa profonde gratitude pour l'amitié et le pardon qu'il a reçu, ainsi que son espoir que les liens entre Brookings et le Japon continueront à se renforcer dans les années à venir. Le 30 septembre 1997, Nobuo Fujita décède paisiblement à son domicile, entouré de sa famille. Il avait 85 ans. La nouvelle de sa mort a suscité une vague de chagrin et d'appréciation de partout dans le monde. À Brookings, les drapeaux ont été mis en berne en l'honneur de l'homme qui avait autrefois été leur ennemi et était devenu leur ami le plus cher. Conformément à ses souhaits, une partie des cendres de Fujita fut transportée à Brookings l'année suivante. Par une fraîche journée d'automne, semblable à celle où il avait largué ses bombes 56 ans plus tôt, un petit groupe s'est rassemblé dans la forêt près du mont Emily. Yoriko Fujita, accompagné d'amis du Japon et de Brookings, a dispersé les cendres de son père parmi les arbres. Tandis que les cendres retombaient sur le sol de la forêt, Bill Mcchesney, l'ancien pompier qui avait répondu au bombardement de Fujita et était devenu l'un de ses plus proches amis américains, parla doucement. « Nobuo aurait aimé ça », a-t-il déclaré. Il a toujours dit que la forêt était l'endroit où il se sentait le plus proche de la compréhension du véritable sens de la paix. La cérémonie était simple mais profondément émouvante. Les participants ont partagé leurs souvenirs de Fujita et ont réfléchi au voyage extraordinaire qui les avait tous réunis. Alors que le groupe réfléchissait silencieusement, une douce brise bruissait à travers les arbres, comme si la nature elle-même offrait un dernier salut à cet homme remarquable. Au cours des années qui ont suivi le décès de Fujita, son héritage a continué de croître et d'évoluer. La Fondation Fujita pour la paix a élargi ses activités en parrainant des bourses d'études, en organisant des échanges culturels et en organisant une conférence annuelle sur la paix qui rassemble des personnes du monde entier pour discuter des questions de guerre,
de réconciliation et de compréhension internationale. En 2002, pour marquer le 60e anniversaire de la mission de bombardement de Fujita, la ville de Brookings a organisé un service commémoratif spécial. L'événement a attiré des visiteurs de partout aux États-Unis et au Japon, notamment des diplomates, des historiens et de nombreuses personnes touchées par l'histoire de Fujita au fil des années. Pendant le service, la dernière lettre de Fujita aux habitants de Brookings a été lue à haute voix. Ces paroles, empreintes de gratitude et d'espoir, ont ému jusqu'aux larmes de nombreuses personnes présentes. Mes chers amis de Brookings, alors que j'arrive à la fin de ma vie, mes pensées se tournent souvent vers vous et vers l'incroyable voyage que nous avons partagé. Lorsque je suis arrivé dans votre ville pour la première fois en 1962, j'étais un ancien ennemi, accablé par la culpabilité et l'incertitude. Vous m'avez accueilli à bras et à cœur ouverts, faisant preuve d'une capacité de pardon que je n'avais pas osé espérer. Au fil des années, votre amitié a été une source constante d'inspiration et de joie dans ma vie. Vous m'avez appris le véritable sens de la réconciliation et m'avez montré qu'il est possible de transformer même les chapitres les plus sombres de l'histoire en fondement de la paix et de la compréhension. Mon plus grand espoir est que les liens que nous avons tissés continueront à se développer et à se renforcer dans les années à venir. Puisse l'histoire de notre amitié rappeler aux générations futures que la paix est toujours possible, même au lendemain d'une guerre. Merci du fond du cœur pour le don de votre pardon et de votre amitié. Même si je ne suis plus avec vous physiquement, sachez que mon esprit restera à jamais parmi les arbres de vos belles forêts, témoin silencieux de la puissance de la bonté humaine. Avec une gratitude et une affection éternelle, Nobuo Fujita, la lettre a servi de puissant rappel du message persistant de paix et de réconciliation de Fujita. Cela a également suscité un regain d'intérêt pour son histoire, conduisant à la publication de plusieurs nouveaux livres et documentaires sur sa vie dans les années qui ont suivi. En 2010, la Brookings Harbor High School a dévoilé une exposition permanente consacrée à l'histoire de Fujita. L'exposition présente des photographies, des lettres et des objets liés à la mission de bombardement et à la réconciliation qui a suivi, fournissant un lien tangible avec ce chapitre remarquable de l'histoire de la ville. L'exposition est devenue une destination populaire auprès des locaux et des touristes, dont beaucoup sont attirés par le puissant message de pardon et de rédemption que représente l'histoire de Fujita. Les enseignants du lycée amènent souvent leurs élèves à l'exposition, l'utilisant comme point de départ pour des discussions sur la guerre, la paix et la possibilité de changement. En 2012, à l'occasion du 70e anniversaire de la mission de bombardement de Fujita, un groupe d'étudiants japonais et américains se sont réunis pour créer une fresque murale sur la paix à Brookings. La fresque, qui orne le mur d'un immeuble du centre-ville, représente des scènes de la vie de Fujita, de la mission de bombardement à ses visites à Brookings et à son travail ultérieur pour la paix. Le projet de peinture murale témoigne de l'impact continu de l'héritage de Fujita. Comme l'explique l'une des étudiantes artistes, une jeune japonaise nommée Sakura. En travaillant sur cette fresque murale, j'avais l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. L'histoire de Fujita-san nous montre qu'il est possible de surmonter les divisions du monde. Passer et créer un avenir meilleur. C'est ce que nous avons essayé de capturer dans notre article. Ces dernières années, l'histoire de Fujita a acquis une nouvelle importance dans un monde toujours aux prises avec des conflits et des divisions. Des militants pour la paix et des experts en résolution de conflits ont étudié son parcours comme un modèle de réconciliation personnelle et sociétale. Ces expériences ont été citées dans les négociations de paix internationales comme un exemple de la façon dont d'anciens ennemis peuvent dépasser l'hostilité pour construire une véritable amitié. Le programme d'échange d'étudiants que Fujita a aidé à établir continue de prospérer, avec la participation de centaines de jeunes du Japon et de l'Oregon au fil des ans. Beaucoup de ces étudiants d'échange ont poursuivi des carrières dans les relations internationales, la diplomatie et les études sur la paix, citant l'histoire de Fujita comme source d'inspiration. En 2017, 20 ans après le décès de Fujita, le gouvernement japonais lui a décerné à titre posthume l'Ordre du Soleil Levant, l'Étoile d'or et d'argent, l'une des plus hautes distinctions du pays. Ce prix récompense les contributions significatives de Fujita à la promotion de l'amitié entre le Japon et les États-Unis. Lors de la cérémonie de remise des prix à Tokyo, le ministre japonais des Affaires étrangères a parlé de l'héritage de Fujita. La vie de Nobuo Fujita nous enseigne que même dans les temps les plus sombres, il y a toujours une possibilité de lumière. Son parcours de pilote ennemi à ambassadeur de la paix sert de témoignage. Une inspiration non seulement pour le Japon et l'Amérique, mais pour tous ceux qui luttent pour un monde plus pacifique. À l'approche du présent,
l'histoire de Nobuo Fujita continue de résonner. Dans un monde souvent divisé par des différences culturelles, politiques et idéologiques, sa vie constitue un puissant rappel de notre humanité commune et du pouvoir transformateur du pardon. La forêt près de Brookings, où les cendres de Fujita ont été dispersées, est devenue un lieu de pèlerinage pour ceux qui s'inspirent de son histoire. Des visiteurs du monde entier viennent se promener parmi les arbres imposants et réfléchir à l'histoire extraordinaire du pilote ennemi devenu un ami bien-aimé. En 2022, pour marquer le 80e anniversaire de la mission de bombardement de Fujita, les villes de Brookings et la ville natale de Fujita au Japon ont organisé une conférence de paix en ligne conjointe. L'événement a réuni des historiens, des militants pour la paix et des descendants des personnes impliquées dans les événements originaux pour discuter de la pertinence actuelle de l'héritage de Fujita au XXIe siècle. L'une des oratrices de la conférence était la petite fille de Fujita, Aya, qui avait suivi les traces de son grand-père pour devenir un défenseur de la compréhension internationale. Dans son discours, elle a réfléchi à l'impact personnel de l'héritage de son grand-père. En grandissant, j'ai connu mon grand-père comme un homme gentil et doux qui aimait raconter des histoires. Ce n'est qu'en vieillissant que j'ai commencé à comprendre toute la signification de son parcours de vie. Son histoire a façonné mon propre chemin et m'a inspiré, pour œuvrer à la construction de ponts entre les cultures et les nations. Dans le monde d'aujourd'hui, où la division et les conflits persistent, je crois que le message de réconciliation et d'espoir de mon grand-père est plus important que jamais. Alors que nous concluons notre exploration de la vie remarquable de Nobuo Fujita, nous nous retrouvons avec une question profonde. Quelles leçons pouvons-nous tirer de son voyage qui pourrait nous aider à relever les défis de notre époque? Comment pouvons-nous, dans nos propres vies et communautés, œuvrer vers le type de réconciliation et de compréhension que Fujita et les habitants de Brookings ont atteint? L'histoire de Fujita nous rappelle que le changement est possible, même dans les circonstances les plus improbables. Cela nous enseigne que le cycle de la haine et de la vengeance peut être brisé, mais cela nécessite du courage, de la compassion et une volonté de voir l'humanité chez ceux que nous considérions autrefois comme des ennemis. Alors que nous sommes confrontés aux défis complexes du XXIe siècle, des conflits internationaux aux divisions culturelles au sein de nos propres sociétés, l'héritage de Fujita offre une lueur d'espoir. Cela nous montre que les liens personnels et les véritables efforts de compréhension peuvent transformer les relations et guérir même les blessures les plus profondes. En fin de compte, l'aspect le plus puissant de l'histoire de Fujita est peut-être sa simplicité. C'est, en son cœur, l'histoire du voyage d'un homme, d'ennemi à ami, de guerre à paix. Pourtant, dans ce parcours individuel se cache un message universel. Chacun de nous a le pouvoir d'être un agent de réconciliation, de construire des ponts là où il n'y avait autrefois que des murs. En regardant vers l'avenir, nous pouvons nous inspirer de la vie de Nobuo Fujita. Nous pouvons nous efforcer, à notre manière, de promouvoir la compréhension, de rechercher la réconciliation là où il y a un conflit et de croire en la possibilité de la paix, même dans les moments les plus sombres. Ce faisant, nous honorons non seulement la mémoire de Nobuo Fujita, mais aussi l'esprit d'espoir et de lien humain durable que représente son histoire. Et peut-être, à notre manière, pourrons-nous poursuivre le travail qu'il a commencé, la tâche sans fin de construire un monde plus pacifique et plus compréhensif. Fin.